Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Mais on ne peut pas nier le beau qui est derrière une peinture qui a été faite par un initié. Comme on ne peut pas nier la beauté de Mozart ou de Bach, par exemple, même si on n'aime pas la musique classique. On peut ne pas aimer la musique classique, et pourtant c'est beau. Par essence. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à des compositeurs qui connaissent leur langage, qui connaissent les différentes règles qui font la musique. Pareil pour le jazz. Le jazz, un bon compositeur de jazz, un bon connaisseur, je peux ne pas aimer le jazz, mais je ne peux pas nier que ce morceau est beau. Merci d'être avec nous et bienvenue. Merci de partager, de commenter l'ensemble des émissions que nous vous proposons. Et celle-ci, je sais qu'elle va susciter quelques réactions toujours bienveillantes, évidemment, puisqu'on va parler de beau. On va parler de très beau. Et on va parler surtout avec quelqu'un qui a décidé de réhabiliter, si je puis dire, c'est sa mission, réhabiliter le langage pictural. Waouh ! Si ça, c'est pas une mission de vie, il va falloir me le dire. Gilbert, alors je voudrais pas écorcher votre nom. Comment est-ce qu'on le prononce ? Wolfisberg. Wolfisberg, voilà, c'est très bien. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, merci à vous. Infiniment. Je disais que c'est votre mission, et c'est vous qui le dites, réhabiliter le langage pictural au travers effectivement de la peinture et des couleurs et de l'énergie qui se dégage, notamment de vos créations et de vos enseignements. Sacrée mission. Oui, c'est une belle mission. C'est une belle mission dans laquelle je suis tombé au fur et à mesure de mon parcours. En fait, j'avais fait différentes écoles à Genève, et puis un jour, j'ai rencontré un vrai maître, qui, alors que je croyais déjà être peintre avant de le rencontrer, je me suis rendu compte que j'avais finalement pas beaucoup de notions. Celles qu'on nous apprend aujourd'hui dans les écoles, on va dire, officielles, ou les écoles standards. On parle d'art, là, évidemment. Oui, on parle d'art, on parle de peinture, plus spécifiquement. Et donc, effectivement, on vous apprend à l'école certaines bases qui, visiblement, ne seraient pas, d'après ce que vous dites, les bonnes ? Elles sont vulgarisées, elles sont simplifiées, et puis effectivement, le jour où on rencontre un maître qui nous initie aux vrais outils qu'utilisent les maîtres classiques, modernes et contemporains, ça ouvre des portes qui sont merveilleuses et qui n'ont pas été ouvertes dans mon chemin, dans mon parcours personnel auparavant. Avec une dimension spirituelle ? Avec une dimension spirituelle qui vient au fur et à mesure qu'on travaille avec ces outils, qui n'est pas forcément nécessaire au départ, mais au fur et à mesure qu'on rentre dans ces outils, parlons par exemple, on parle beaucoup d'harmonie quand on peint. On parle beaucoup d'harmonie des formes, la composition. Par exemple, quand on parle de composition aujourd'hui, on y va souvent uniquement avec le ressenti, les émotions, le cœur. C'est pas suffisant pour un peintre. Qu'est-ce qu'il faut de plus ? Beaucoup de choses. Ce qu'il faut de plus, c'est prendre conscience du fait qu'on est dans un espace délimité, et que depuis toujours les peintres ont utilisé la géométrie, les mathématiques comme des véhicules pour tendre vers l'harmonie, pour tendre vers le beau. Le ressenti, c'est que j'ai l'impression d'être arrivé dans une famille. On a envie après, le soir, de reprendre chaque activité et de creuser chaque petit point pour en savoir plus. Dans le dernier exercice, en plus, il y a des mots qui sont ressortis d'harmonie. Des exercices simples, mais efficaces.
On sent qu'il y a une belle communauté, beaucoup de bienveillance. Mais j'écoute beaucoup mes ressentis aujourd'hui. Donc ça m'a envoyé ici. J'avais 2 choix. Le premier s'est annulé, le deuxième il est encore mieux. On a reçu beaucoup de personnes ici, et qui sont devenues ensuite thérapeutes, ou pas d'ailleurs, et qui disent à quel point la création artistique au travers de la peinture, du support de la peinture, a une dimension, une énergie, et voire une puissance absolument phénoménale, et ce besoin d'expression, parce que c'est un besoin d'expression. Et ce qui est assez étonnant, c'est de se rendre compte à quel point certaines personnes en sont insensibles. Moi. Vous, Ben oui. vous osez. Mais moi, je dis les choses. Vous savez, ici, on se dit les choses. Figurez-vous que la peinture, lorsque je vois un tableau, je suis admiratif des gens qui sont admiratifs de cette peinture et qui restent comme ça, parfois, des heures à admirer ou ressentir ou recevoir le message que délivre la peinture. Je n'ai pas ce ressenti-là. Ok. Même quand Qu'est-ce que ça veut dire ? Même quand vous allez voir des grands maîtres, même quand vous allez Encore voir... pire ! Encore pire. Encore pire. Une peinture abstraite me touche plus. Vous voyez ? Alors, je vais vraiment caricaturer et je veux vraiment pas offenser. Mais quand vous avez 3 coups de pinceau comme ça, et puis 3 coups de pinceau comme ça, et puis voilà, je serais peut-être plus touché par ça que par une peinture de grand maître. Quand vous avez des gens qui font des millions de kilomètres pour aller voir la Joconde au Louvre, ça ne me touche pas. Qu'est-ce que ça veut dire de moi, d'après vous ? Quand on n'est pas touché par une... Alors vous allez me dire que l'art est subjectif, mais enfin... Peut-être tout simplement que c'est pas forcément votre moyen d'expression privilégié. Peut-être que vous êtes plus touché par la musique, peut-être que vous êtes plus touché par la danse, par la poésie, par la littérature. Mais en tout cas, je me rassure en me disant qu'il y a des millions de gens qui sont touchés par la peinture. Évidemment, et fort heureusement, sinon vous ne seriez pas là, évidemment. Qu'est-ce que la peinture ? Parce que vous dites que vous avez rencontré certains maîtres, évidemment, mais vous avez commencé, comme tout le monde, par le commencement, si je puis dire. Pourquoi la peinture a été un moyen d'expression essentiel pour vous ? Je pense que c'était déjà inscrit assez tôt dans l'enfance. Je me rappelle que j'avais des facultés, des facilités pour dessiner, quelque chose qui me paraissait facile. Et puis, petit à petit, j'ai toujours été touché en fait par la peinture. Après, je me suis mis plutôt vers le sport et c'est revenu aux alentours de 20 ans. Et là, j'ai commencé vraiment un parcours de peintre. Et ma véritable initiation a eu lieu un peu plus tard, vers 27 ans. Et en fait, c'est marrant parce que quand vous parlez de peinture abstraite, en fait, il y a des très très grands maîtres qui font de la peinture abstraite. Il ne faut pas croire que les maîtres, c'est uniquement les classiques italiens, espagnols, français qu'on a dans les musées. Mais il y a aussi des très grands maîtres qui font de la peinture abstraite. Simplement, ce qui change entre un maître qui fait de la peinture abstraite et mon voisin ou quelqu'un qui peint juste pour le plaisir de peindre, c'est la connaissance. En fait, le beau dont on parlait tout à l'heure, il découle de la connaissance. C'est pas un geste spontané, le beau. Et qui découle parfois aussi de la canalisation. Absolument. Beaucoup de gens peignent, comme un exutoire d'ailleurs, parce qu'ils reçoivent cette information, qu'ils ont ce ressenti et qu'ils ont besoin de le... Alors certains évidemment vont composer de la musique, d'autres préfèrent faire de l'écriture automatique, et d'autres vont peindre, parce que c'est un moyen d'expression qui permet de libérer cette canalisation. Vous peignez en canalisation aussi ? Non, pas vraiment. Non ? Pas vraiment. Ou en tout cas, il y a d'abord toute une préparation mentale ? Oui, intellectuelle. Et après, pendant l'acte de peindre, il peut y avoir des canalisations, absolument. La préparation intellectuelle. intellectuelle. Pas ça des canalisations parce que je suis pas consciemment en train de canaliser, mais c'est clair qu'on est entouré. On sent qu'on est entouré de force, de bons esprits au moment de créer. En fait, la création, c'est un acte magique à quelque part. Clairement. D'autant que quand on se retrouve devant une toile blanche, vous êtes devant la toile blanche. Vous avez vos palettes de couleurs, vous avez vos pinceaux, il va bien falloir qu'un truc sorte. Oui. Vous n'allez pas vous lever un matin en disant « à 8h30, il faut que je commence à peindre ».
Je ne pense pas que ça se déroule comme ça. Non, et puis c'est rarement directement sur la toile blanche. En général, il y a des travaux préparatoires, il y a une idée, il y a une envie de faire, mais qu'on met en forme esthétique. Et on passe par des travaux préparatoires en général. Alors vous commencez par dire, vous avez dit qu'à partir de 20 ans, il y a quelque chose qui vous a ramené effectivement à la peinture. Est-ce que vous avez conscience de ce qui vous a ramené à la peinture ? Le pourquoi ? Je pense que j'étais complètement à côté de mon chemin. Et qu'un beau jour, je suis tombé sur une affiche en pleine rue en train de promener mon chien. Et je me rappelle l'avoir lu parce qu'il y avait pas mal de points qui expliquaient un petit peu l'enseignement proposé. Et au moment où j'étais en train de la lire, il y a quelque chose qui s'est mis à vibrer en moi. Et du coup, je suis allé voir cet atelier. J'ai commencé à faire une première... c'est pas vraiment... Oui, une initiation, même si, encore une fois, ma véritable initiation a eu lieu plus tard. Mais en tout cas, un premier pas dans le monde de la peinture, travailler avec un chevalet, être dans un atelier, être dans cette ambiance de créativité et de création. J'allais dire, c'est 50-50. C'est-à-dire qu'il y a 50% de l'atmosphère, l'ambiance, l'énergie créatrice, et 50% de l'acte de peindre. On est d'accord là-dessus ? Il faut qu'il y ait les deux ? Ou le pourcentage est trop strict ? Ouais, je pense qu'il est un peu strict et je pense qu'un véritable artiste doit être capable de peindre, peu importe l'atmosphère, peu importe l'ambiance. Même si, bien sûr, c'est un support et puis ça crée une énergie particulière de se retrouver dans un atelier, mais il m'est arrivé souvent de peindre, parce que je préparais une exposition, de peindre dans le rush et de peu importe ce qu'il y avait autour de moi, c'était vraiment la peinture. C'est un lien physique, émotionnel, spirituel qui est très puissant. C'est vrai que l'entourage est important, mais je pense que ça vient d'abord de l'intérieur. Comment vous définissez votre travail de peintre ? Moi, je suis devenu plutôt enseignant. Je suis devenu plutôt pédagogue, transmetteur de ce savoir auquel j'avais été initié. Et donc, ma dernière exposition, elle remonte à 2018. Je peins tous les jours parce que je fais des démonstrations à mes élèves. Mais je ne suis plus dans une pratique régulière pour organiser des expos, pour peindre, etc. Je ne désespère pas que ça va revenir, bien sûr. Mais en ce moment, je me sens vraiment dans la peau d'un transmetteur. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aussi, évidemment. Absolument. Deuxième étape de votre vie, on a parlé du cap des 20 ans. Le deuxième cap, c'est 27 ans, c'est ça ? Ouais, 27 ans. Une rencontre particulière ? Oui. En fait, j'avais fait une exposition avec mon ami de l'époque et où on avait bien vendu. On avait vendu tous les tableaux quasiment. Et on est parti ensuite au Mexique, au Guatemala pendant quelques mois. Et quand je suis revenu, j'avais cette intuition de me dire, tiens, il faut aller plus loin, il faut chercher plus. Et on m'avait donné l'adresse d'un monsieur à Paris, monsieur Lucio Loubet, avec lequel j'ai étudié justement, et je suis allé le voir en fait. Originellement, je voulais faire les Beaux-Arts à Paris, mais j'ai été refusé parce que j'étais trop âgé. J'avais 25 ans et c'était déjà trop tard. Et du coup, j'ai fait un peu le tour des ateliers parisiens, et quand j'ai tapé à sa porte, je me souviens toujours de ce grand monsieur un peu avec des cheveux longs, un peu à la Albert Einstein. Un artiste, quoi. Ouais, un artiste. Qui m'a reçu, et là tout de suite de nouveau j'ai eu un déclic, j'ai dit oui, c'est là que ça se passe. Pourquoi vous le considérez comme un maître ? Parce qu'il était détenteur d'une longue chaîne de savoir. Vous savez, aujourd'hui il y a eu des courants philosophiques qu'on appelle le postmodernisme, qui sont arrivés et qui ont tout détruit à quelque part, qui ont osé dire le beau n'existe pas, les règles on s'en fout, tout se vaut. Tout le monde est un artiste et tout le monde peut créer son propre langage, et on a jeté un petit peu l'eau du bain avec le bébé. Ouais, ceci dit, quand on voit certaines œuvres artistiques, on se dit que tout le monde peut être artiste. Oui, ça c'est une confusion qu'on peut avoir. Vous pensez à quelqu'un en particulier, par exemple à Pollock ou à... Non, parce que j'ai pas nécessairement les références pour, ni l'intellect pour. En revanche, j'ai vu évidemment dans la presse certains reportages sur des choses qui ont été exposées, notamment dans Paris, ou des pseudo-œuvres d'art, ou même, je vais vous dire un truc, vous allez à l'aéroport de Nice. Vous connaissez l'aéroport de Nice ? Non. Vous avez un énorme rond-point. Ouais.
entre le terminal 1 et le terminal 2. Un énorme rond-point avec une sculpture qui est d'une laideur rouillée de partout, et on va vous dire, non mais c'est de l'art. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, où vous avez ces gens qui vont mettre une pompe accrochée, une chaussure accrochée sur un mur avec un gros morceau de Chatterton, et on va considérer qu'effectivement c'est l'art. Bon, voilà, tout ça est quand même assez subjectif, quoi. Et on se dit, n'importe qui peut devenir artiste quand on voit ça. C'est-à-dire qu'il y a une confusion, en fait. Il y a une confusion, et c'est vrai que la peinture, elle est allée très vite au XXe siècle. On a ouvert des portes les unes après les autres, jusqu'à arriver à la peinture gestuelle de Pollock, par exemple. Et quand on a vu les peintures de Pollock pour la première fois, on s'est dit, vous voyez Pollock? Non, la peinture gestuelle, c'est... Ouais, la peinture gestuelle, giclée, comme ça. Ouais. Il se trouve que Pollock, il le fait pas n'importe comment quand il jette sa peinture. Elle est orientée, il a la connaissance des principes de structure, des principes de mise en relation des éléments. C'est un des exemples qui a amené la confusion. Mais Rothko aussi, il y a eu une très belle exposition de Rothko il y a 2 ans environ à Paris, au musée Louis Vuitton. Lui, il fait quoi, lui? Lui, il fait des grands carrés de couleurs posés les uns sur les autres. Si on peut réduire ça à des grands carrés de couleurs, mais c'est beaucoup plus que ça. Et souvent, on entend cette réflexion, tiens, ma fille de 2 ans, elle peut faire pareil. Ou face à un Picasso, pareil avec un Picasso. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous les codes, on n'a pas tous les outils pour rentrer vraiment dans la peinture et voir le beau. Le beau, c'est quoi? Le beau, c'est aussi de la cohérence. Le beau, c'est aussi un élément qui fonctionne par lui-même. Et qui répond à certains critères, à certains principes de composition, notamment le nombre d'or, par exemple, ce qui est un des principes importants quand on parle de composition. Qu'est-ce que le nombre d'or? Le nombre d'or, c'est un rapport qui est considéré entre 2 segments, qui est considéré comme étant parfait, qui est considéré comme étant extrêmement harmonieux. On le retrouve dans la nature, on le retrouve dans les coquillages, on le retrouve dans les feuilles, on le retrouve entre les planètes, on le retrouve dans le corps humain. Et depuis très très longtemps, on l'utilise. Les Égyptiens l'ont utilisé, les Grecs l'ont utilisé, et les peintres l'ont utilisé notamment pour diviser l'espace. Aujourd'hui, on parle du nombre d'or, encore une fois, de manière très vulgarisée et simplifiée, en nous parlant de 4 points qui seraient les points magiques du tableau sur lesquels il faut faire aboutir le clocher d'une église ou une tâche bien pensée. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, le nombre d'or. C'est une série de mesures sur lesquelles on vient mettre une structure, on vient créer en fait une structure avec des rythmes, et sur cette structure, on vient peindre. Bon, je suis pas là pour vous faire un cours de peinture, hein. C'est sûr. C'est pas le but. Mais on pourrait en parler pendant un moment. Et les grands maîtres, c'est important de comprendre ça. Ouais. Et les grands maîtres dont on parle, Picasso, Pollock, Rothko, ils connaissent ces principes et les utilisent. Je pense que vous faites référence, par exemple, à ce peintre, ce sculpteur qui est un peu le chantre du postmodernisme, justement, qui avait exposé à Versailles. Oui. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom, mais je vois très très bien. Non, mais il y a un autre très très grand peintre dont les toiles se vendent à des millions de dollars. C'est ce monsieur qui ne peint que du noir. Oui. Vous avez déjà vu ces peintures? Mais bien sûr, mais je les connais par cœur. Oui. Voilà. Bon, alors, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment avoir d'abord une connaissance et ensuite une fibre artistique assez poussée, une sensibilité pour recevoir l'acte de la création de l'artiste, pour comprendre ça, parce que honnêtement, ça me dépasse. Bon, on n'y est pas là, mais en tout cas, vous dites que vous enseignez, enseignez les grandes lois esthétiques qui permettent justement d'atteindre le beau. C'est ce dont on parlait. Encore faut-il définir ce qu'est le beau. Oui. Qu'est-ce qui est beau pour vous, que je puisse voir si ça correspond à ce qui est beau pour moi? Le beau, c'est quelque chose de très objectif. Bien sûr, on croit qu'il y a une subjectivité. Vous allez dire oui, mais pour vous, c'est pas beau. Alors que c'est vrai, dans une certaine mesure. Mais on peut dire que intrinsèquement, une peinture est belle, encore une fois, parce qu'elle répond à des critères. Une sculpture est belle parce qu'elle répond à des critères. Le beau, il est issu de l'observation de la nature.
il est issu de l'observation de certains phénomènes. Et à partir de là, on en a tiré des règles pour construire, pour répartir les quantités de couleurs, par exemple, pour qu'il y ait une relation entre ces quantités de couleurs. Donc on est loin du geste spontané et émotionnel, mais il y a vraiment tout un travail qui va faire qu'on met en relation les éléments sur différentes couches, composition, harmonie des formes, couleurs, etc. Et à partir de là, quand ce résultat est obtenu, ça peut ne pas être apprécié par une personne, mais on ne peut pas nier le beau qui est derrière une peinture qui a été faite par un initié. Comme on ne peut pas nier la beauté de Mozart ou de Bach, par exemple, même si on n'aime pas la musique classique. On peut ne pas aimer la musique classique, et pourtant c'est beau, par essence. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à des compositeurs qui connaissent leur langage, qui connaissent les différentes règles qui font la musique. Pareil pour le jazz. Le jazz, un bon compositeur de jazz, un bon connaisseur, je peux ne pas aimer le jazz, mais je ne peux pas nier que ce morceau est beau. Pourquoi vous sentez-vous investi de cette mission de réhabiliter ou de redonner vie au beau ? Vous dites également éveiller les esprits par la peinture. Il s'est passé plusieurs événements qui ont fait qu'on m'a poussé vers cette voie. Après avoir été initié, j'ai fait un travail alimentaire parce qu'il faut vivre. Et puis, j'étais tellement embêté dans ce travail alimentaire que je commençais à avoir des idées de me dire tiens, je vais ouvrir un atelier, je vais enseigner ce que j'ai reçu, etc. Simplement, j'étais dans un bon poste qui gagnait relativement bien et c'est pas facile de quitter un poste et de prendre des risques, d'ouvrir un atelier à partir de rien. Et puis, un beau jour, alors que j'étais en train de sortir d'un dîner avec des amis, que cette idée me tournait dans la tête depuis un petit moment, et qu'on m'embêtait de plus en plus au travail, en me disant « Ouais, t'es arrivé à 8h03, alors que c'était 8h. » Vous voyez, les Suisses, c'était dans une assurance qui venait en aide aux Suisses. En fait, plus je recevais de la pression à l'extérieur, plus j'avais envie de partir et de retrouver mon chemin. Et en sortant de ce dîner, j'observe le ciel et je vois un cheval galopant. Et ça, pour moi, ça a été un signe. Je me suis dit « Vas-y, fonce, va faire ton atelier de peinture. » Alors, ça, c'est la première étape. Explication. Oui. Un nuage ? Un nuage. Un nuage qui est un signe. Si on est un minimum ouvert, si on est un minimum sensible, l'univers n'arrête pas de communiquer en permanence avec nous. Mais on est tellement préoccupé par son mental, par les difficultés, les vicissitudes de la vie, qu'on ne voit pas ce qui se passe. Et dans ce moment, j'étais particulièrement ouvert et le cheval était un signe. Ça, c'était la première étape. J'ai ouvert mon atelier à Genève en 2002. Ensuite, en 2015, j'étais dans une période un peu difficile, divorce, séparation, etc. J'ai dû quitter l'appartement. Je me retrouve dans un stage de peinture et le soir, avant de m'endormir, j'entends « Mets tes cours sur Internet ». Mais vraiment, j'entends la voix qui m'arrive comme ça. Et je bondis dans tous les sens en disant « Mais oui, c'est génial », etc. Et 3 minutes après, je me dis « Oui, d'accord, mais comment je vais faire ?» Et depuis, donc ça c'était en 2015, en 2016, j'ai commencé le projet Culture Peinture, où je commence à donner ces connaissances, proposer ces connaissances aux gens qui sont intéressés sur Internet dans ce projet qui s'appelle Culture Peinture. Un mot sur le cheval que vous voyez dans oui. Cette création de la nature et avec ces nuages. Ok, vous voyez ce cheval et effectivement, beaucoup d'enfants aussi s'amusent de temps en temps à regarder les nuages en se disant « Tiens, est-ce que ça m'inspire ceci ou est-ce que ça m'inspire cela ?» Que vous ayez cette inspiration-là, et effectivement, l'image est belle. En revanche, la symbolique du cheval ne dit pas « Quitte ce job et reprends ta vraie nature au travers de la création artistique et de donner des cours par Internet. Ça ne veut pas dire ça. En tout cas, je ne vois pas la symbolique du cheval là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi cette symbolique du cheval vous pousse à faire ça ? Je suis cheval en astrologie chinoise. Je suis okay. cheval de feu. Et, voilà. Et à ce moment-là, j'étais dans ce questionnement de me dire j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais pas. Et quand j'ai vu le cheval, moi, c'était direct, c'était instantané.
J'ai vu le cheval au galop, je me dis, il faut que je galope, je ne vais pas me laisser enfermer dans un truc, etc. Et ça m'a fait penser un tout petit peu, vous connaissez l'alchimiste de Paulo Coelho, oui. qui parle de retrouver sa destinée personnelle, sa légende personnelle. Et en fait, la vie nous pousse toujours en dehors de ce chemin. Et l'idée, c'est d'arriver à retrouver sa légende personnelle. Et ben, croyez-le ou non, ce cheval, il m'a aidé à retrouver ma légende personnelle. Et à sortir de cette zone de confort, qui était quand même une zone de confort matériel, qu'on peut comprendre, pour embrasser une carrière artistique d'enseignant et de pédagogue, qui est quand même beaucoup plus risquée et hasardeuse pour le coup. Absolument. Surtout quand on part de rien, et qu'on fait des crédits pour acheter le matériel, pour faire de la pub, pour... oui, bien sûr, mais c'est bien parce que ça affûte les compétences. Je me rappelle qu'au tout début, j'avais aucun élève, et ce que je faisais, j'allais encore dans des concerts, je me mettais tout devant des concerts, je me retournais vers la foule, et je visualisais cette foule en disant, ça, c'est tous les élèves que je vais avoir dans mon potentiel. Cours. Ouais. Oh. Et je les visualisais et je ressentais ce moment. Et en fait, on sait bien, et merci de partager ce genre de contenu sur cette chaîne, on sait bien qu'il y a un monde à côté du monde physique et qu'on doit l'utiliser, ce monde, qu'on doit affûter ses outils. Et cette expérience d'ouvrir son atelier, ça a été pour moi une expérience de justement rentrer dans une pratique plus régulière, de croire en mes rêves, de visualiser, de développer des compétences qui vont matérialiser la chose, alors qu'on part de rien, et pas se laisser influencer par les peurs. Parce que mes proches me disaient, mais t'es complètement taré. Vous auriez pu faire les choses en parallèle. Oui, j'aurais pu, mais voilà, il fallait couper. Il fallait couper. Il fallait couper. Ouais, avec tous les risques et toutes les interrogations que ça pouvait engendrer. Absolument. Wow. Et ça s'est passé 2 fois, puisqu'avec le projet Culture Peinture, c'était un peu pareil. On s'imagine pas tout ce qu'il faut pour mettre des cours en ligne de peinture de qualité, toutes les analyses qu'il faut faire, tous les traits qu'il faut tirer, il faut faire de la vidéo, il faut faire du montage, il faut avoir des gens qui sont spécialisés en techniques de marketing, etc. Non, donc c'était un autre challenge. Une production de masterclass, et on en fait très, très souvent, nous, et c'est effectivement un vrai travail à part entière. Qu'est-ce que vous enseignez et à qui s'adressent vos programmes ? Alors aujourd'hui, on a ouvert vraiment le programme en 2022. Donc j'ai mis environ 6 ans pour mettre en place tout ça. On est environ 2800 élèves. J'ai des élèves dans toute la France, dans toute la francophonie. Et j'enseigne justement les grands principes esthétiques des maîtres, autant les maîtres classiques, modernes et contemporains. Je leur apprends à utiliser le nombre d'or dans la composition, mais pas que le nombre d'or. Il y a des principes de composition. En fait, la peinture a évolué, c'est un langage qui a évolué. Donc on ne s'est pas contenté au savoir des maîtres, mais ce savoir des maîtres n'a pas disparu. On l'utilise encore aujourd'hui et le savoir s'est enrichi de plus. Par exemple, l'époque industrielle a amené des nouveaux principes de composition. Des peintres comme Cézanne ont amené des choses. Donc j'enseigne cette idée de langage. La peinture, c'est comme une langue. Il faut apprendre cette langue. C'est sûr. Et j'étais vraiment désespéré quand je voyais les films sur Rothko, faits par le musée Louis Vuitton, où on parlait du côté sensible, du côté poétique, émotionnel. C'est le message qu'on nous rabat tout le temps. La poésie, la créativité, l'émotion, le ressenti, alors qu'il y a un vrai langage intellectuel, des connaissances. Et c'est ça que j'enseigne. Et ça s'apprend. On n'est pas né peintre où on a du talent, c'est pas suffisant. Il faut faire un apprentissage, une initiation. Ça veut dire que si je suis une initiation que vous préconisez, j'arriverai à décoder le beau. Exactement. Et je suis persuadé que vous allez aimer la peinture et que vous allez rester devant des tableaux qui aujourd'hui ne vous touchent pas plus que ça. Ne me touchent pas plus que ça. Ouais. Il faut des outils. Il faut des outils pour décoder. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut suivre votre enseignement sans vouloir peindre ? Oui, absolument. On peut suivre pour comprendre. Pour comprendre, pour avoir beaucoup plus de plaisir quand on va dans les musées. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, on va dans les musées puis on reste un peu à la surface. Combien de personnes vont dans les musées et puis n'ont pas les outils, alors que quand vous avez les outils, vous rentrez dans les arcanes du tableau et le plaisir est décuplé.
Parce que tout à coup, on comprend pourquoi il a cet élément qui est là, Oui. comment cet élément dialogue avec cet autre élément qui est ici, comment a été organisée la circulation intérieure, comment les éléments sont posés à leur place d'une manière tout à fait construite et réfléchie. Et c'est de là que le beau surgit. C'est de nulle part ailleurs. C'est pas le sujet qui va nous faire du beau, c'est comment je traite le sujet. Est-ce que vous êtes sûr que tous ces grands peintres que vous évoquez ont fait ce travail dont vous parlez là? Oui. Vous êtes sûr que cet alignement, ce nombre d'or, cette façon de structurer, vous êtes sûr de ça? Mais oui, je suis persuadé de ça. Pourquoi? Parce que j'ai les outils pour l'analyser, l'analyser, pour le voir, bien sûr, bien sûr. pour le constater. Bien sûr. Et si on n'a plus les outils... Et le drame aujourd'hui, c'est que les grandes écoles d'art n'enseignent plus ceci. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette vague postmoderne, etc. Alors qu'il est grand temps, il est urgent de revenir à ce savoir, à ces connaissances qui sont en fait un héritage de notre culture, de l'humanité, et qu'on est en train de laisser filer comme ça, de perdre, au détriment de tout se vaut, tout le monde est un artiste. Oui, c'est assez catastrophique. Alors qu'on a un vrai héritage, une vraie connaissance qui sont là et qui sont plus enseignés. À l'heure où il y a des secteurs dans la culture française, européenne, pas mondiale même, souffrent. La musique souffre considérablement, les films souffrent aussi, parce qu'il y a des nouvelles technologies qui sont parfois extrêmement bluffantes, et je pense notamment à l'intelligence artificielle. Si demain, je suis convaincu que demain, est-ce que vous pourriez être bluffé par une intelligence artificielle devant une toile qui a emmagasiné tous les critères que vous enseignez, et qui serait capable de reproduire à la perfection un tableau et que vous soyez complètement bluffé? Vous pensez que c'est possible, ça? Et ça vous inquiète? Certainement. Non, ça m'inquiète pas, parce que heureusement, en fait, l'intelligence artificielle n'est pas si intelligente que ça. En fait, elle enregistre des images, et puis, par exemple, ce qui me bluffe, c'est que vous lui mettez 15 tableaux de Rembrandt, et elle vous pond un 16e tableau à la manière de Rembrandt, et ce tableau, la première impression en tout cas est vraiment bluffante. Après, si on va analyser un peu plus en profondeur, on va voir que la composition n'est pas tout à fait en place, mais il y a déjà une première impression qui est très très bonne. D'accord. Donc les faussaires doivent se détendre. Je pense. C'est pas pour demain, quoi. Non, c'est pas pour demain. Il faudrait enseigner tous ces critères à l'IA. Ouais. Mais après, c'est qu'est-ce qu'elle transmet, cette intelligence artificielle ou ces images d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles transmettent? Est-ce qu'il y a vraiment une profondeur? Est-ce qu'on est allé toucher le cœur? Est-ce qu'on est allé toucher l'âme? Parce que le beau, il nous connecte avec la vie, à quelque part. Mais quand vous dites est-ce qu'on est allé toucher le beau, est-ce qu'on est allé toucher l'âme? Oui. Il y a une dimension abstraite. Or, vous, quand vous enseignez, il y a une dimension très concrète parce qu'il y a des règles à respecter. Oui. Comment ces règles que l'on doit, très concrètes, respecter, peuvent toucher l'âme sur une dimension très abstraite? Vous me suivez? Oui, je vous suis tout à fait. En fait, encore une fois, il faut revenir à la source. Ces règles, elles ont été tirées de la nature, de l'observation de la nature. La nature, elle n'est pas anarchique. Hein. La nature, elle suit des règles, elle suit des proportions, elle suit le nombre d'or. C'est un des principes qui soutient la croissance de la matière. Notre corps, il n'a pas été fait de manière anarchique. Il a été pensé, il a été réfléchi, il a été... vous voyez ce que je veux dire? Il y a une énorme connaissance, c'est vrai. Une énorme logique. Et dans la peinture, c'est pareil. Donc, je trouve que la peinture, d'un point de vue thérapeutique, c'est extraordinaire. Hein, c'est vraiment bien. Il y a des tas d'études aujourd'hui qui montrent que ça a un bienfait fou sur les hormones, sur l'acte thérapeutique de peindre. Mais c'est encore plus beau quand on est initié et qu'on reçoit les outils qui nous permettent de produire du beau. Pas uniquement décharger ses émotions, décharger sa canalisation. Bien sûr, c'est déjà un premier pas et c'est tout à fait, c'est très bien. Mais on peut aller encore plus loin.
on peut devenir ce que j'appelle moi un vrai chevalier du beau, parce qu'on a les outils, parce qu'on a la connaissance, et produire du beau, qui n'est pas toujours apprécié, mais peu importe. L'important, c'est que nous, on a mis son maximum. Et en fait, c'est un chemin qui est extraordinaire. Parce que c'est pas facile. C'est pas donné tout de suite. Ça vient pas tout cuit. C'est sûr. Il faut travailler, il faut apprendre. Un peu comme un guitariste, un violoniste qui doit maîtriser son instrument. Le solfège est là pour quelque chose de très précis. Vous ne jouez pas d'un instrument si, à part, évidemment... certains qui se révèlent du jour au lendemain, comme ça, des espèces de virtuoses extraordinaires qui descendent de nulle part. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais effectivement, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ce solfège et qui sont autodidactes et sont très bons musiciens. Près de 3000 élèves ont donc suivent vos cours. Oui. Aujourd'hui, qui sont ces gens ? Il y a un peu tous les publics. Il y a, je dirais quand même essentiellement des femmes. Moi, je donne des stages aussi en présentiel. Donc, l'été passé, j'ai donné un stage dans une abbaye à Ferrières-en-Gâtinais, donc pas très loin d'ici, où il y avait une trentaine de personnes en présentiel et pas mal qui nous suivaient en streaming. Et je dirais que pour avoir un panel, sur les 30 personnes, il y avait environ une vingtaine, 25 femmes, quelques hommes, des gens de tous horizons. J'ai notamment une personne qui est d'origine paysanne, mais qui aime la peinture, qui pratiquait la peinture, et depuis qu'elle a suivi ses cours, mais ça a été une transformation, une transfiguration. Elle commence à faire des peintures abstraites, elle est très travailleuse, elle est très bosseuse. Et là, elle va faire ses premières expositions. Yolande, elle va faire ses premières expositions. J'ai tout un groupe aussi qui font des expositions. Je pense avoir des gens un peu de toutes les classes sociales, tous les milieux confondus. J'ai aussi des gens qui s'intéressent justement à s'éduquer à la peinture, pas pour devenir peintre, mais pour avoir plus d'outils quand on va dans les musées. Exactement. La peinture de Nicolas de Staël, la peinture de Rothko, la peinture de Joan Mitchell, qui est une des stars de la peinture du XXe siècle, une peinture américaine. Si vous arrivez comme ça, sans beaucoup d'outils, vous allez voir des traits de peinture, vous allez voir des choses qui rapidement, soit vont vous submerger, soit ça va être de l'incompréhension. La peinture, elle demande aussi d'avoir une certaine... de prendre du temps. Elle ne se révèle pas tout de suite. Ouais, face à une toile de Joan Mitchell, si vous arrivez, vous la regardez, vous allez repartir. Si vous vous posez et vous faites vraiment l'expérience de vous connecter avec cette peinture, sans connaissance, elle va déjà vous bousculer, elle va déjà vous amener beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'impressions, il y a beaucoup de puissance, il y a un sentiment de puissance, de vitalité. Mais si en plus de ça, vous avez les connaissances, ça devient magique, ça devient extraordinairement beau. Est-ce que toutes les peintures peuvent avoir une dimension aussi élevée et spirituelle que vous évoquez ? Je pense notamment les peintures de street art. Ces gens qui font des chefs-d'œuvre sur les murs, à la bombe. Oui. Est-ce que ça aussi, c'est une dimension qu'on peut apprendre au travers de ce que vous préconisez ? On peut apprendre à la comprendre, on peut apprendre à la percevoir, à la ressentir ou pas ? Je pense que c'est un peu différent. Il y a le représentant le plus connu, Banksy, qui fait du street art. Je dirais que c'est beaucoup plus dans le message qui est proposé. Quand il fait un personnage avec un arc-en-ciel ou qui tient des ballons et qui s'envole, on n'est pas forcément dans les canons esthétiques qu'on retrouve dans la peinture. Mais il y a les règles d'or dont vous parlez ? Non. À mon avis, il est plus dans l'idée du message. Il est très adroit, il est très intelligent, il fait souvent des personnages. Le corps humain, par définition, est harmonieux, puisqu'il répond à certains critères. Mais c'est plus au niveau de l'idée, du concept, que ça va nous toucher. Dans le street art, ce qui est bombé sur les murs, les graphismes et tout, il y a une certaine puissance, mais on n'est pas du tout dans les mêmes codes. On n'est pas dans les mêmes codes. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, la peinture que vous enseignez, le décodage, parce que vous enseignez effectivement le décodage de cette peinture. Et les outils pour pouvoir la créer. La créer. Absolument. Et ça, c'est effectivement, avoir les outils pour faire ce décodage face à une peinture, me semble, et dès le plus jeune âge, me semble une démarche intelligente et intéressante. On devrait, tout petit. Oui, alors qu'on fait le contraire. Alors qu'on fait le contraire. Ouais.
Aujourd'hui, on commence à sabrer les heures de créativité, de dessin, au profit d'autres branches. On est quand même une société qui passe beaucoup par le mental. Hein. Et bien sûr, ce que je propose, c'est très mental, mais ça a pour but aussi de nous ramener à cette sensibilité première qui est dans le cœur. Et vous vous souvenez, vous avez dû suivre ces cours-là. Vous vous souvenez des cours d'EMT qu'on avait à l'école ? Alors moi, je suis en Suisse, donc EMT, ça ne me parle pas trop. L'EMT, ça me parle pas trop. Les cours pratiques qu'on pouvait avoir, où on essayait de confectionner des trucs, etc., etc. Les travaux manuels. Les travaux manuels. Oui. Et j'ai pas souvenir qu'on ait fait de la peinture et qu'on ait étudié... Bon, on aurait peut-être trouvé ça chiant quand même. Hein. Quand on est ado, je suis pas sûr que ce soit vraiment le truc auquel on a envie d'aspirer. Non, je sais pas. Est-ce que c'est ludique ? C'est les heures où on laissait un peu, où on lâchait un peu parce qu'on avait 3 heures de mathématiques derrière. Donc au niveau de la peinture, les pauvres profs de peinture qui en plus sont souvent des gens un peu sensibles, un peu timides. C'est vrai. En tout cas dans ce que j'ai pu vivre moi en tant qu'étudiant. Mais moi j'aimais bien, j'aimais bien. Mais par contre on nous a pas enseigné les grands principes, c'est normal. Il faut d'abord apprendre à dessiner, apprendre à manipuler le pinceau, etc. Hein. Et qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous dit « Moi, j'aimerais tant, mais c'est pas mon truc ». Parce que je ne sais pas dessiner ou que je ne sais pas... voilà. Je lui ai dit que proclamer haut et fort tout de suite que c'est pas mon truc, peut-être qu'il faudrait essayer. Hein, peut-être qu'il faut se lancer. Et il y a aussi une autre confusion, c'est qu'on pense qu'un bon peintre, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait parfaitement dessiner. Alors qu'en fait, la peinture ne s'arrête absolument pas à la qualité du dessin. Qui est mimétique. Hein, tous les bons dessinateurs ne deviennent pas esclaves du sujet, mais le réinterprètent, le rendent vivant. Donc on peut être une pive au niveau du dessin, il y a des outils pour s'améliorer un peu, mais heureusement ça va beaucoup plus loin que ça. Et ce que je dirais aussi, si c'est pas ton truc, la peinture, apprends la danse, apprends la musique, apprends le chant, parce que finalement je pense qu'on est fondamentalement des êtres, des âmes incarnées dans des corps, et que cette âme, elle a soif de ce genre de connaissances, de créativité. On a besoin de créativité. Est-ce que la peinture passe systématiquement d'abord par le dessin ? C'est mieux. Oui, c'est mieux. Mais on peut... on peint sur le dessin ? Ah non. En tant qu'étude, hein, on commence par dessiner, faire du dessin d'observation, apprendre les proportions, etc. Mais non, une fois qu'on a acquis tous ces principes, on peut aller directement peindre. Oui, bien sûr. Ouais. Et vous parlez effectivement, vous dites que, et c'est très beau, j'aime bien cette phrase, que la peinture possède une grammaire précise. Il y a donc un langage. Oui, absolument. Qui, encore une fois qu'on les maîtrise, sont magiques et qui ne sont plus enseignés aujourd'hui. Et il est grand temps. Vous savez, l'expérience que j'ai qui me remplit de bonheur, c'est que parmi les personnes qui ont pris mes cours, un grand nombre ont compris qu'il y avait vraiment un trésor. Et moi, je suis juste quelqu'un qui fait passer ce trésor. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et ils ont créé les compagnons de culture peinture. Ils ont créé une association en France. Parce qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose que, le long de leur parcours, certains ont fait les beaux-arts, certains ont fait différentes écoles, on leur avait jamais parlé de ces principes, de ces outils. Et ils ont compris qu'il y avait une richesse, encore une fois, c'est un héritage, et ils ont créé cette association, les compagnons de culture peinture, pour justement, parce que la limite des cours en ligne, c'est que moi, je donne le matériel, et puis après, au début, j'ai fait énormément de vidéos. On a un groupe Facebook. J'ai vraiment parlé. Mais là, il y a beaucoup trop de monde. J'arrive plus à suivre. Et donc, la limite, c'est que comment j'intègre cette matière. Et donc, du coup, les compagnons sont là pour parler avec les nouveaux arrivants, les aider dans leurs difficultés, comment tu dois utiliser la structure, regarde ceci, cela, etc. Mais l'idée qu'il y a les compagnons de culture peinture, je ne l'avais même pas imaginé, et je trouve ça magnifique. Magnifique, c'est beau. C'est des groupes qui du coup... font des réunions. Qui font des réunions, bien sûr, ça c'est fascinant. Vous avez dit un truc qui est assez... Vous avez parlé des beaux-arts, là, il y a quelques secondes, ce qui est dans l'intellect collectif, le Graal. Quand on parle des beaux-arts, c'est « waouh, je vais faire les beaux-arts », alors c'est vraiment le summum du summum. Et vous dites pourtant, si j'ai bien compris, qu'il n'y a pas les bases
Non, que vous enseignez. absolument. Incroyable. Mais les bases que vous enseignez sont les bases. Oui, ce sont des bases. Et c'est pas enseigné aux Beaux-Arts. Non, c'est pas enseigné aux Beaux-Arts. Incroyable. Ouais. Ouais. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a déjà ce courant postmoderniste dont on a parlé, qu'on a évoqué tout à l'heure. Il y a aussi le fait que dans les années 60, 70, on a vu des tas de gens qui avaient fait les beaux-arts, mais qui n'arrivaient pas à vivre de leur art. Et on les retrouvait sur le bas-côté de la route. Oui. Et du coup, les institutions se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Finalement, ils ont fait le cursus artistique, mais c'est pas pour tout le monde d'être un artiste et de serrer la ceinture et de crocher, de vivre bien sûr. et de réussir. Et donc, je pense que, entre autres, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des décisions au niveau politique de dire, OK, les beaux-arts, c'est bien, mais on va rajouter du design. À Genève, ça s'appelle Haute École d'Art et de Design. Alors que le design, a priori, n'a rien à voir avec l'art. Le design, c'est fonctionnel. Mais ça permet aux étudiants de se dire, bon, bah tiens, on va s'orienter vers un truc qui va rapporter, parce qu'on a un métier, on a un vrai métier. Mais c'est ça. Mais on perd la recherche du sacré, on perd la recherche de la transcendance, on perd ses connaissances. Et oui, c'est vraiment un coup de sabre dans le langage qui a été opéré pour différentes raisons. Aussi peut-être parce qu'un artiste, c'est un individu qui est en dehors de la société, qui peut avoir une perspective un peu différente, qui peut, par son message, déranger certaines personnes. Je pense notamment à Andy Warhol, quand il a fait ses peintures où il représentait des boîtes de coca, des bouteilles de coca, qui en fait étaient une critique du monde industriel, du monde de la consommation. Et bon, il y a plusieurs raisons qui nous ont amenés à ça, mais il serait vraiment temps de réinvestir le champ des connaissances au niveau de la peinture. Des peintures comme Andy Warhol, comme celle d'Andy Warhol, il y a les règles d'or? Alors, bon, ça ne se limite pas aux règles d'or, la peinture. La peinture, c'est un des aspects. Oui, c'est quelqu'un qui a des connaissances, il est plus dans la sérigraphie et dans l'image un petit peu pop. Pop art. Ouais, le pop art. Oui, clairement. Donc, il va un petit peu moins dans ces aspects très techniques, mais par contre, il maîtrise la répartition des couleurs, il maîtrise les contrastes, il maîtrise beaucoup de choses. Quand vous avez dit deux mots qui m'ont interpellé tout de suite, parce que je pense que c'est là aussi, et tous ceux qu'on reçoit dans les canapés qui viennent nous parler de la peinture, il y a beaucoup de gens qui canalisent ces peintures, qui vont se lancer devant la toile, qui se retrouvent avec quelque chose qu'ils n'arrivent même pas à décrire, mais qui a une vibration. Et vous parlez, les deux mots, c'était sacré et transcendance. Oui. Cette dimension-là, on peut la comprendre quand effectivement on décide de se mettre devant une toile blanche, canaliser les choses et essayer de retranscrire ce que l'on perçoit, entend, vit, ressent. Et la transcendance, elle est là, le sacré, il est là, même si on n'est pas dans les codes que vous enseignez. Oui, absolument. Pour autant qu'il y ait une vraie pureté. Exact. Pour autant qu'il y ait une vraie pureté et qu'on soit un vrai canal. J'avais vu, il y a très très longtemps, un maître indien qui s'appelle Sri Chinmoy. Enfin, j'avais côtoyer un petit peu ou approcher un peu ce groupe, et ce maître-là peignait en canalisant, parce qu'il est dans la félicité, il a réalisé le soi, et donc ça coule à travers lui. Oui, ces personnes qui sont extrêmement pures, extrêmement connectées vont nous faire des œuvres qui sont fascinantes de beauté. Je pense aussi aux peintures tibétaines, par exemple. Les tankas tibétains qui sont très codifiés, ils sont là pour manifester la pureté, la beauté, l'harmonie de l'esprit. Quelle que soit la dimension artistique d'un peintre, vous en ressentez la vibration ? Oui, alors ça va au-delà de la vibration. La vibration, c'est un des aspects. Il y a vraiment plusieurs couches. C'est multidimensionnel à quelque part, mais je suis touché ou pas, et je suis touché quand je sens qu'il y a un travail, une élaboration, et puis des connaissances sous-jacentes
Mais encore une fois, pour moi, ça a été une révélation. Hein. Quand je suis rentré dans l'atelier de mon maître Lucio Loubet à Paris, j'adorais ce qu'il me racontait. Il me parlait pendant des heures. On était plusieurs élèves. Mais quand je regardais les peintures au mur, j'étais là, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je comprenais pas et j'aimais pas particulièrement. Ah, c'est ça. Et j'étais un peu comme vous. Ouais, et au bout exact. de 2 ans d'apprentissage sérieux, continu, on a rempli des livres et des livres. On a été voir. Alors Paris, pour ça, c'est extraordinaire parce qu'on allait quasiment toutes les semaines au musée et puis on avait le retour de ce qu'il nous enseignait dans les peintures, des choses qu'on ne voyait pas. C'est un peu comme si on enlevait le bandeau qu'on a devant les yeux. Et à la fin de mon apprentissage, j'étais fasciné par ces peintures. J'avais envie de les acheter parce que je voyais enfin le beau, la cohérence, la logique qu'il y avait derrière. Même si au début, son esthétique me paraissait pas vraiment convaincante, mais parce que j'avais pas les outils. En tout cas, ces outils, on peut aller les chercher. Vous avez mis en ligne 4 formations, je crois. Oui, Hein 5 ou 6 même. 5 ou 6. Ouais. Et ce sont des cursus, évidemment, qu'on fait à notre rythme, j'imagine. Absolument. C'est dans ces 4 ou 5 formations, elles vont crescendo dans les niveaux. Non. On peut acheter la 4e comme la première ou absolument. la 6e. Ouais, absolument. On peut acheter, enfin peu importe, mais j'essaye de couvrir tout le champ du langage pictural. Et j'ai commencé par des principes de base, ensuite j'ai attaqué la couleur. On a travaillé pendant 2 ans et demi sur le programme de la couleur, puisqu'on essaye d'aller dans des harmonies classiques, mais aussi dans les harmonies contemporaines. De où ça vient de Schoenberg, de la musique, des changements qu'il y a eu dans la musique, ont été aussi répercutés dans la peinture. Et non, elle couvre toutes des champs particuliers, on peut les prendre peu importe lesquels. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, quand on a votre degré de connaissance, vos facultés d'enseignement, de pédagogue, d'enseignant et de pédagogue, est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans le monde de la peinture, des peintures où vous hallucinez de l'engouement qu'il peut y avoir, alors que vous vous dites, ce sont des sombres daubes? Oui. C'est vrai? Bah oui, bien sûr. Et notamment... Vous n'avez pas donné les noms, si? Pas des grands artistes, hein. C'est des artistes actuels qui sortent des beaux-arts aujourd'hui ou qui sont des chantres du postmodernisme dont on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est vide, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de... Et qu'est-ce qui plaît alors? Pourquoi est-ce qu'ils vendent autant et aussi cher? Mais parce qu'il y a une méconnaissance généralisée, il y a une confusion généralisée, il y a une ignorance généralisée autour de la peinture. Vu que les écoles, depuis 30 ans, n'enseignent plus ce genre de connaissances, on est arrivé à un point où on peut monter quelqu'un au pinacle tout simplement par des relations, parce qu'il fait partie du cercle des personnes qui dirigent un petit peu les coulisses. Bon, après, il faut séparer un petit peu l'art, qui pour moi est universel, et le marché de l'art. Mais ça a toujours existé, hein, du temps de Van Gogh. Van Gogh est un des exemples d'un peintre qui a été un peu mis de côté, et on préférait à d'autres peintres à l'époque, mais je vous assure que ces autres peintres, ils ont vite disparu de l'histoire, et Van Gogh, lui, est resté. Donc au bout d'un moment, il y a une espèce de sélection qui se fait, même si pendant un moment on peut briller dans les spotlights. Je pense que la peinture, c'est d'abord et avant tout un chemin personnel, un chemin d'initiation, de rentrer dans une connaissance qui va nous transformer profondément, et on n'est pas là pour réussir et pour conquérir le marché de l'art. C'est ce que j'allais vous demander, parce qu'il faut vivre. Oui, il faut vivre. Est-ce que sur les 3000 élèves, beaucoup se disent je veux vivre de mon art? Certains ont les capacités et les ambitions de le faire. Je ne pense pas que ça représente un grand nombre, mais il y en a 20% peut-être. Hein. Il y a des gens qui ont fait des expos là dernièrement en Belgique, en France. Oui, bien sûr, certains. Et de plus en plus, ils peuvent être convaincus de pouvoir y arriver, parce qu'ils sont plus en train de flotter dans une espèce de... Vous savez, quand vous n'avez aucun outil pour faire de la peinture, vous vous retrouvez vite dans le « je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien », vous n'avez aucun outil de référence pour pouvoir juger de ce que vous faites. Et la force de ces connaissances, c'est aussi d'avoir des vrais outils pour pouvoir juger de ce que vous faites. Et pouvoir dire « ok, la composition, elle est bien, mais il manque un élément là ». Au niveau des couleurs, qu'est-ce qui se passe au niveau de... Voyez. Sauf que parfois, vous avez peut-être des gens qui vont vous dire ces outils sont sans doute très bien, mais moi, je me laisse porter par ce que je ressens et la gestuelle de ma main. Oui.
Oui, ça arrive souvent. Pas de règles. Je ne veux pas être contaminé. Je veux pas être influencé par telle ou telle technique, Ouais. nombre d'or, chiffre d'or, carré d'or, vous voyez ce que je veux dire, absolument. sacré de machin, de trucs. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, Et je absolument. préfère me laisser complètement porter dans mon élan Ouais. d'artiste et de Ouais, non, mais ça, je le créatif, rencontre quoi. tous les jours. Oui. Sur Facebook, je le rencontre tous les jours. Et à ces gens-là, je leur dis, voyez la bêtise de votre pensée en faisant une petite analogie, en vous disant, allez devant votre piano ou prenez un violon dans les mains uniquement avec votre ressenti et vos émotions. C'est sûr. Et là, vous avez la réponse. C'est sûr. Et c'est bizarre qu'on Et c'est pareil. n'ait pas le même raisonnement sur un instrument de musique ou Oui. sur une discipline artistique autre. C'est fou quand même. Hein. Ouais, c'est La fou. peinture, bon, c'est comme la Oui. sculpture, c'est pareil. Hein. Ouais, bah, ça fait pas mal aux oreilles déjà. Oui, Hein, c'est vrai. on peut Oui, fermer y les a yeux pas- y a pas de mauvaise et puis note. partir. C'est vrai, c'est vrai. Il y a ça, et puis il y a le fait que la peinture est allée très vite et a amené de la confusion par elle-même, parce que quand on voyait une ligne, alors que le premier qui a fait ça, il savait très bien où il était. En fait, on est allé expérimenter les limites du langage. Carré blanc sur fond blanc de Malevich, 1910-15, c'est déjà l'extrême limite, et on est allé encore plus loin. Et pourtant, ça s'est fait en toute connaissance de cause, Incroyable. en toute conscience. Incroyable. Et donc, il y a une confusion historique. Le point noir sur un tableau blanc où Mmh. les types sont là pendant des heures à s'extasier en disant mais comment il a fait ça? Ouais. Non mais vous voyez, Ouais. ça, moi je suis fasciné par ça. Ouais. Je me dis mais comment? Et c'est là où parfois c'est même culpabilisant parce qu'on se dit mais moi j'ai quoi? Je suis pas réceptif à ça. Vous voyez? Ouais. Mais j'ai vu des tableaux. Je sais plus cet auteur, cet artiste qui ne peint, un grand monsieur en plus, qui ne peint que Soulage. du noir. Ouais, mais il est magnifique. Incroyable. Mm. Et là, je vois des types. Vous voyez ce dégradé noir? Et vous êtes là, vous regardez le truc en disant mais quoi? Voilà. Bon. Oui. Bon. Ben, il y a une des clés qui est intéressante. Bon, déjà, Soulage, il répond à des principes mécaniques qui sont apparus post-industrialisation, où les artistes ont commencé à diviser l'espace de manière mécanique. Ta, 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 ta. Il répond à ça. Une des autres clés, c'est le traitement de l'espace, en fait. Rothko, Soulage et d'autres ont dépassé la manière classique de représenter l'espace, premier plan, deuxième plan, troisième plan, qu'on appelle une profondeur définitive, parce qu'on a été influencé par les estampes japonaises. Et pour la première fois, les peintres européens, quand ils ont vu les estampes japonaises, 1860-70, ils ont vu une représentation spatiale qui est complètement différente, où des éléments de derrière semblaient revenir devant, etc. Et c'est ça qu'on va sentir dans certaines bonnes peintures de Rothko, mais c'est fait en toute conscience. Et en fait, ça nous parle du temps horizontal et du temps vertical. C'est pour ça qu'il faut apprendre, parce que c'est tellement... Moi, ça Oui. C'est pour ça que ça s'apprend. C'est pour Oui. ça qu'il faut suivre. Et si vous avez envie de vibrer, comme le fait si bien Gilbert, il faut suivre l'enseignement pour comprendre tout ça. C'est comme, pour terminer, mais c'est comme, vous savez, ces tableaux qui mettent donc à la fois de la peinture et du relief, qui sont à la fois une structure, une sculpture, mais en même temps une peinture. Et ça, je trouve ça fascinant. Sauf que quand on demande de décrire le truc, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là et qu'est-ce que vous voyez? Je vois des formes comme ça, avec un petit coup de peinture là-dessus, puis on se dit, vous voyez, voilà. Et je trouve ça c'est un peu consternant que quand on voit à quel point l'artiste met de lui, à quel point il se donne dans ce qu'il fait, à quel point il a envie que son message, voilà. Et quand vous avez des glandus comme moi qui arrivent et qui restent pantois devant une peinture en disant je ressens pas grand-chose, ça incite quand même d'abord à l'humilité et ensuite à suivre les masterclass et les formations que vous proposez. Merci beaucoup Gilbert. Merci à vous. Merci infiniment. Vous peignez, vous continuez à peindre un peu? Oui, je continue à peindre. En fait, là, en ce moment, avec les programmes vidéo, avec les élèves, parce que j'ai environ 18 heures de cours. En plus, je dois faire des téléphones, répondre aux gens, plus les cours en ligne, plus tout ça. Je peins tous les jours quand je montre, quand je fais des explications. Mais encore une fois, je ne suis pas dans une pratique régulière d'un point de vue personnel. D'autant plus que quand vous êtes dans la connaissance, ça prend énormément de temps de peindre. C'est sûr.
je suis capable quand je peins, je suis capable de passer toute la nuit, de ne pas aller me coucher. J'en suis sûr. Vous êtes en dehors du temps, Le temps et de l'espace. Bien sûr, il n'y a plus de Et limite. quand on doit ouvrir l'atelier à telle heure, on ne peut pas trop se permettre ce genre de digression. Mais vous prenez toujours autant de plaisir. Absolument. Et Ouais. je vais repeindre dans quelques temps. La chance du peintre, c'est qu'on peut peindre très très longtemps. C'est sûr. Mmh. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, vous commentez avec bienveillance, hein, comme toujours. Vous partagez, évidemment. On vous met tous les liens autour de la vidéo pour regarder ce que propose Gilbert. Il y a 2 sites internet. Il y a culturepeinture.com et puis il y a le L-Aquarium. .ch, oui, qui est mon .ch. atelier en présentiel à Genève. Voilà, en présentiel à Genève. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Soyez des artistes ou pas. Mais ne soyez pas insensibles à l'art, comme je le suis. Nom de Zeus. Merci à tous. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre.